Merci d'être avec nous sur BFM TV à la une du journal de 15 h. Ça va changer vite et fort. La colère d'Emmanuel Macron contre la lenteur de la campagne de vaccination. Le président tape du poing sur la table. C'est ce que nous fait savoir l'Elysée. Le gouvernement a décidé d'accélérer les opérations. On en parlera dans un instant en plateau avec Elisa Berthelot. À la une également, la toile et les élus choqués suite à la première sortie officielle de Miss France. C'est dans un centre commercial de Moselle, plein à craquer, vous le voyez. Qu'Amandine Petit a inauguré son règne hier. Une traditionnelle séance de dédicace, mais très mal vue en cette période de pandémie, alors que les restaurants, lieux de culture ou autres lieux de loisirs restent fermés. Une marche en hommage à Cédric Chouviat cet après-midi à Paris. Ce livreur mort il y a un an, jour pour jour, après un contrôle de police. Sa famille redemande la suspension des 4 policiers mis en cause. Nous serons sur place dans un instant avec Jérémy Père. 5 soldats français tués en une semaine au Mali. 2 soldats ont été tués et un troisième blessé hier dans le nord-est du Mali dans une attaque à l'engin explosif improvisé. Parmi eux, Yvonne Huynh, c'est la première femme tuée au combat en opération extérieure. Pas à la hauteur des Français, ça doit changer vite et fort. La colère d'Emmanuel Macron contre la lenteur de la campagne de vaccination en France. Une lenteur que le président estime désormais injustifiée selon les indiscrétions du journal du dimanche. Guillaume Barquier. Français. Comme pour enfoncer le clou, après son intervention télévisée, Emmanuel Macron pousse un nouveau coup de gueule. Nous sommes sur un rythme de promenade en famille et ce n'est à la hauteur ni du moment ni des Français. Un tempo dénoncé par le chef de l'État, mais qui suit l'ordre de vaccination recommandé par la Haute Autorité de Santé, résidant d'EHPAD d'abord, soignant ensuite. Alors le gouvernement décide de changer ses plans. Dès ce week-end, nous avons commencé à vacciner des soignants de plus de 50 ans, ce qui était initialement pour février. Jusqu'à présent, les professionnels qui étaient ciblés, c'était les professionnels qui pouvaient avoir eux-mêmes des fragilités. Élargissons à tous les professionnels qui sont aujourd'hui OK pour être vaccinés. Élargir la cible prioritaire pour créer une dynamique et convaincre les indécis. Les Français, ils ne veulent pas obéir, ils veulent adhérer. Je fais que demander, moi, que les politiques se vaccinent. J'ai envie qu'Olivier Véran se vaccine. Enfin, le gouvernement veut mettre les bouchées doubles côté logistique en mettant en place des centres de vaccination. Mais certains demandent de ne pas attendre février. Les maires ont tenu le pays lors du premier confinement. Ils peuvent très bien organiser les centres de vaccination dans les tout prochains jours. 2 espaces distincts, une salle sur le côté qui permet une sorte de zone d'attente et de l'autre côté, une salle à taille humaine, on va dire permettant 8 ou 10 box à la fois. En plus des centres, le gouvernement réfléchit à la mise en place d'équipes mobiles de vaccination pilotées par la Croix-Rouge et la Sécurité civile, mais aussi à associer les officines de pharmacie, dont certaines vaccinent contre la grippe. Pour l'instant, ce sont 432 personnes qui ont été vaccinées en France. Agacés par la lenteur gouvernementale, certains maires proposent de mettre en place eux-mêmes les campagnes de vaccination de la population. Et c'est le cas du maire du Raincy, en Seine-Saint-Denis. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement, en fait, bloque ou veut gagner du temps. Gagner du temps, peut-être, il a probablement des raisons. Mais aujourd'hui, la raison qui doit l'emporter, c'est d'aider la population. Donc, je tends la main à nouveau à l'État pour que l'État puisse nous dire oui, on prend cette main. Et vous tendez la main ou vous allez le faire, ce que vous avez annoncé d'aller acheter vos doses directement ? Je vais le faire, oui, bien sûr, je vais le faire. C'est-à-dire qu'on a pris des contacts déjà aujourd'hui pour pouvoir s'organiser. Moi, j'ai une ville de 15 000 habitants. On est sur un territoire de 400 000 habitants et on a tout loisir de pouvoir, quand je dis tout loisir, toute capacité de pouvoir acheter ces vaccins. Et depuis hier, les soignants de plus de 50 ans peuvent se faire vacciner. Une petite centaine l'ont fait hier à Paris. Clémence Renard, vous êtes devant l'Hôtel-Dieu à Paris. Clémence, objectif, se protéger et montrer l'exemple. Tout à fait, c'est en tout cas ce que nous ont dit les soignants que l'on a pu rencontrer depuis tout à l'heure. Ils veulent se protéger forcément, ce sont des personnes qui sont très exposées. Ils veulent également montrer l'exemple, notamment peut-être pour cette partie de la population toujours sceptique vis-à-vis du vaccin. Alors ici à l'Hôtel-Dieu, on a vu de nombreuses personnes passer cette entrée des urgences. C'est ici que les soignants qui ont pris rendez-vous vont se faire vacciner. On a vu aussi beaucoup de personnes venues spontanément qui n'avaient pas pris rendez-vous et donc qui n'ont pas pu malheureusement se faire vacciner. On a pu rencontrer une des soignantes qui, elle, a été chanceuse, elle a pu se faire vacciner, c'est Marie-Hélène Féné. C'est la responsable du service de radiologie de l'hôpital Georges Pompidou. Pour elle, c'était très important de venir se faire vacciner aujourd'hui. Écoutez-la.
Vous n'avez pas le son? Alors Clémence, merci beaucoup Clémence Renard, donc on entendra un peu plus tard donc, cette intervenante. Merci beaucoup donc, devant l'Hôtel-Dieu à Paris pour la vaccination de soignants de plus de 50 ans. Bonjour professeur Megarban, merci d'être avec nous sur le plateau de BFM TV. Vous êtes chef du service de réanimation médicale et toxicologique de l'hôpital Lariboisière à Paris. D'abord concernant cette vaccination des soignants de plus de 50 ans depuis hier, c'est important de montrer l'exemple? Oui, tout à fait, c'est important à plusieurs titres. D'abord, effectivement, nous sommes exposés probablement plus que la population générale. Il y a des personnes qui ont des facteurs de morbidité, donc qui peuvent faire des formes graves. Ensuite, effectivement, c'est important aussi que la force vive qui va soigner les patients malades reste intacte et qu'il n'y ait pas d'arrêt du travail qui paralyse la prise en charge optimale des patients. Enfin, bien sûr, nous sommes tout à fait d'accord pour donner l'exemple, pour bien montrer que ce vaccin n'est ni dangereux, ni n'a d'effets secondaires, et qu'il est par contre extrêmement efficace, et c'est la seule solution qui nous permettra de sortir de l'impasse actuelle. Une solution qu'il va peut-être falloir mettre en place rapidement. En tout cas, c'est ce que l'Élysée semble faire comprendre. Emmanuel Macron qui aurait déclaré, notamment à certains de ses ministres, qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça ne fonctionne pas, cette stratégie actuelle qui a été notamment énoncée par la Haute Autorité de Santé? Alors, effectivement, il y a eu des choix initiaux qui étaient tout à fait pertinents, c'est-à-dire de vacciner en premier les personnes âgées des EHPAD. Ce sont les personnes qui avaient le plus fort risque de décès, 20% de décès si elles étaient infectées. On a vu avec la pratique que plusieurs obstacles sont apparus. Tout d'abord, l'obtention de ce consentement. Alors tout à fait. Donc il y a ce fameux consentement, qui à mon avis paraissait totalement inutile. En tout cas, il faut le demander au moment de l'acte vaccinal. Il n'y a pas la peine de mettre du temps entre le consentement et la vaccination. Il y a aussi la lenteur intrinsèque aux EHPAD qui a été probablement sous-estimée. Il y a un certain nombre de problèmes logistiques. Effectivement, il faut des congélateurs à moins 70. Les EHPAD n'en ont pas a priori. Il faut organiser la vaccination car un flacon de vaccin contient 5 doses vaccinales. Donc c'est plus compliqué à organiser que de façon individuelle. Donc tout ça fait effectivement que ça a pris du temps. De fait, nous avons, si j'ai bien compris, les vaccins, au moins 500 000. Donc, évidemment, il ne faut pas les regarder dans le congélateur. 560 000 actuellement et 500 000 chaque semaine. 1 million chaque semaine à la partir semaine prochaine, probablement, on en aura 1 million. Donc, il faut accélérer les choses. Alors, je dirais, le choix a été porté dans un premier temps sur les personnels soignants. Pour quelle raison? À mon avis, surtout pour la facilité avec laquelle on peut organiser la vaccination. Car, évidemment, les centres hospitaliers peuvent rapidement être achalandés de vaccins. Ils ont la liste des médecins de plus de 50 ans. On a les numéros de téléphone, donc c'est très facile. On est plutôt tous OK pour se faire vacciner. Mais en fait, attention, la vraie population à vacciner, ce sont les personnes âgées de la communauté. C'est les personnes qui ont un risque de décès. Nous-mêmes, soignants, n'avons très peu de risque de décès parce que d'abord, nous nous protégeons de façon efficace. Ensuite, pour la majorité, sommes plutôt en bonne santé. Donc c'est le ciblage des populations à vacciner qui peut poser problème? Non, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire, en fait, c'est un choix qui a été fait parce qu'effectivement, c'est plus difficile d'organiser la vaccination des personnes âgées, mais c'est ça l'objectif, en fait. Donc il faut très vite, à mon sens, ouvrir des centres de vaccination délocalisés avec les mairies pour pouvoir rapidement accéder à la population et faire une vaccination de masse, supprimer cette pré-consultation à distance du vrai acte vaccinal pour faciliter les choses. Évidemment, communiquer de façon très claire, parce que là c'est un peu confus, et très probablement, on va avancer. Donc, je ne suis pas du tout pessimiste sur la suite, mais effectivement, il est temps d'avancer. Vous restez avec nous, professeur. On va regarder ensemble les derniers chiffres du Covid en France. Selon Santé publique France, ils sont en légère hausse. 2632 personnes en réanimation, dont 101 nouvelles entrées hier, 157 décès à l'hôpital en 24 heures. Vous le voyez, 24 458 personnes hospitalisées, dont 646 nouvelles entrées en 24 heures. Et le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, note ce dimanche que les indicateurs clés de suivi de l'épidémie s'aggrave avant même l'arrivée ou non des effets, des fêtes
de fin d'année. Oui, à ce rythme-là, vous le verrez, nous y serons encore dans 5000 ans. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui dans Le Parisien William Dab, cet épidémiologiste et professeur de médecine. Olivier Véran conseillait lui encore mardi soir de ne pas confondre vitesse et précipitation. Le ministre de la Santé qui a depuis radicalement changé de ton. On va le voir avec Elisa Bertolomé du service politique de BFM TV. Elisa, preuve d'un changement de cap, le ministre de la Santé réunit cet après-midi par visioconférence tous les directeurs généraux des ARS, les agences régionales de santé, et celui de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Oui, ça illustre le début de l'accélération de la campagne de vaccination, si je puis dire. Elle a été lancée il y a une semaine seulement, c'était dimanche dernier, mais déjà de premiers ajustements ont eu lieu. Plus question donc de vacciner que les seuls pensionnaires en EHPAD, on vient de le dire. Depuis ce week-end, les soignants de plus de 50 ans ont la possibilité d'accéder aux précieux vaccins. Autre ajustement, la mise en place d'ici fin janvier de grands centres de vaccination. Le gouvernement s'y refusait jusqu'à présent, arguant du fiasco de la campagne vaccinale de 2009 contre le H1N1. Des centres avaient été mis en place, ils étaient restés vides. Et puis cette réunion cet après-midi pour mobiliser les ARS, car déjà de nouvelles questions se posent. Les pharmacies pourront-elles vacciner? Va-t-il vraiment falloir injecter 2 doses de vaccin? Revoir la question du consentement, on en parlait il y a quelques instants. Au-delà des dispositions pratiques, cette accélération, elle est avant tout politique. Jeudi, devant les Français, Emmanuel Macron a fustigé les lenteurs injustifiées de cette campagne de vaccination. Dans le journal du dimanche ce matin, de manière indirecte, le président fait de nouveau connaître son mécontentement. Cela pour répondre aux critiques sur la lenteur de la campagne de vaccination. Quelques centaines en France quand on dépasse les dizaines de milliers, voire centaines de milliers chez nos voisins européens. Le gouvernement continue de justifier sa stratégie de prudence pour ne pas brusquer une opinion publique qui est aux abois, majoritairement anti-vaccin. Mais en même temps, tout l'appareil d'État et l'administration se prend un coup de pression pour rattraper finalement ce retard engrangé, notamment vis-à-vis de l'Allemagne. Selon nos informations, il y a quelques semaines, en Conseil de défense, le président de la République s'inquiétait déjà de ce risque de décalage avec l'Allemagne. Il faut faire en sorte qu'il soit le plus faible possible. Voilà ce qu'avait dit Emmanuel Macron. On n'y est pas, constate un poids lourd du gouvernement qui a bien conscience du défi qui s'annonce. On va devoir gérer le décalage politique dans les prochaines semaines. L'objectif, c'est d'avoir recollé avec l'Allemagne d'ici la fin du mois de janvier. Merci pour ces précisions, Elisa Bertolomé. On voulait aussi vous montrer ces images. Elles interpellent beaucoup aujourd'hui. Ça s'est passé lors d'une séance de dédicace de la nouvelle Miss France dans un centre commercial en Moselle hier. Et on y voit sur ces images des gens certes masqués, mais serrés, massés les uns contre les autres et très nombreux. Il n'y a pas de respect des distances, problème visiblement d'organisation, image qui entraîne de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Professeur Megarben, votre réaction quand vous voyez ces images? Alors je dirais, bon, effectivement, on pourrait faire mieux. Malgré tout, lorsque l'on ne peut pas respecter la distanciation sociale, c'est là où il faut mettre le masque. Donc je dirais ici, le risque quand même de transmission du virus est extrêmement faible, puisque les personnes ont mis un masque. Alors effectivement, il ne faut pas se toucher, sinon c'est se laver les mains aux solutions hydroalcooliques, mais malgré tout, le risque ici est faible. Mais c'est vrai qu'il aurait fallu mieux organiser les choses. Ça interpelle aussi parce que les théâtres, les musées, les restaurants, les cafés, les cinémas sont fermés et on voit ce genre de scène autorisée dans un centre commercial. Alors, on va dire à nouveau, les théâtres, les cinémas ne sont pas des lieux de contamination. C'est la vie sociale autour qui pourrait exposer un risque de contamination. Les restaurants et les bars, il faut être un peu plus réservé parce que là, justement, on est proche et on enlève le masque. Mais lorsqu'on est proche et qu'on met le masque, il n'y a pas de risque de contamination. D'ailleurs, nous-mêmes, à l'hôpital, nous nous rapprochons à quelques centimètres des patients qui sont infectés, qui émettent du virus et on n'est pas contaminé. Restez avec nous, on va parler dans un instant du retour à l'école. Les fêtes sont passées, le gouvernement guette désormais un rebond épidémique. Des épidémiologistes et collectifs de parents d'élèves interpellent désormais le gouvernement. Ils demandent un report de quelques jours de la rentrée des classes. Elle est prévue demain, vous le savez. L'Allemagne et l'Angleterre notamment, qui ont choisi de reporter leur rentrée scolaire. On retrouve notre correspondante à Londres, Laure Van Ruynebeck. Le gouvernement britannique a repoussé la rentrée pour certains élèves. Laure. Exactement, pour tous les élèves des écoles primaires de Londres, comme celle qui est derrière moi, et pour certains élèves des écoles primaires du sud-est de l'Angleterre, la rentrée n'aura pas lieu demain, mais dans 2 semaines. Tout ça, c'est à cause du nouveau variant du coronavirus qui a commencé à se propager dans ces régions et qui continue de faire des dégâts considérables. La situation sanitaire à Londres est catastrophique. Il n'y a tout simplement plus de place dans les hôpitaux. Mais ce nouveau variant, disent les syndicats, il circule partout. Donc toutes les écoles de l'Angleterre devraient fermer. C'est ce qu'ils demandent au gouvernement.
Surtout que ce variant affecterait plus les enfants. Ils estiment que les écoles ne sont pas sûres pour la réouverture demain. Mais le gouvernement ne plie pas. Boris Johnson s'exprimait tout à l'heure sur la BBC. Il a dit qu'il n'avait aucun doute que les écoles étaient sûres et il demande vraiment aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école lorsque celles-ci sont ouvertes. Mais le Premier ministre n'a pas écarté l'idée de prendre des mesures plus fortes dans les jours, voire les semaines à venir, selon l'évolution de la situation, quitte à carrément fermer toutes les écoles. Mais en attendant, bien sûr, il mise sur l'accélération de la vaccination dans le pays. Je vous rappelle que le vaccin Oxford AstraZeneca sera mis à la disposition de la population dès demain. Laure Van Rimbeek pour ces précisions donc, sur la situation sanitaire pour les élèves qui retarderont donc leur rentrée scolaire. Professeur Megarban, est-ce qu'il fallait faire la même chose en France ? Alors non. Alors à nouveau, je ne suis pas pédiatre, mais néanmoins je me base sur les recommandations des pédiatres infectiologues. Donc effectivement, ce nouveau variant britannique a la capacité de se propager plus rapidement et d'infecter plus facilement les enfants. Donc de fait, effectivement, on va augmenter le nombre de personnes infectées, on va augmenter le nombre d'enfants infectés. Pour autant, il n'y a pas plus de virulence, c'est-à-dire ça n'est pas responsable de formes plus graves en pourcentage. Il est parfaitement prévenu par les mesures barrières, le port du masque, et le vaccin couvre et le protège lorsqu'on est vacciné. Donc effectivement, a priori, il n'y a pas de raison de plus s'inquiéter. Si on applique parfaitement les protocoles sanitaires prévus, il n'y a aucune raison de fermer les écoles ou de garder les enfants à la maison. Malgré tout, effectivement, il faut veiller à ce que cette souche ne se répande pas trop, car effectivement, si le nombre de personnes infectées par cette souche augmentait, mathématiquement, le nombre de personnes gravement infectées augmenterait. Mais, à nouveau, en pourcentage de risque, le risque est équivalent à la souche actuelle. Merci beaucoup, professeur Megarban. On vous retrouve dans le journal de 15h30. C'était il y a un an, jour pour jour, la mort de Cédric Chouviat, livreur de 42 ans, lors d'un contrôle policier en plein Paris. Une marche a lieu aujourd'hui. Elle part du 16e arrondissement et doit se terminer quai Branly, à proximité de la Tour Eiffel, là où le contrôle avait eu lieu. Jérémy Père, vous suivez cette marche pour BFM TV. La famille demande à nouveau la suspension des 4 policiers mis en cause. À l'abri de ce qu'elle fait, elle doit le montrer. L'article 24 de ce projet de loi sur la sécurité globale vise à nous faire taire, vise à faire taire les journalistes, vise à faire taire les citoyens qui veulent simplement dans un instant donc, poursuivre cette marche en la mémoire de Cédric Chouviat, livreur de 42 ans décédé il y a un an lors d'un contrôle policier. La famille qui demande donc à nouveau que ces 4 policiers mis en cause soient sanctionnés. On parle aussi dans l'actualité de ce dimanche de la force anti-djihadiste française Barkhane qui a été de nouveau mortellement frappée au Mali. 2 soldats, dont une femme, ont succombé hier à une attaque à l'engin explosif artisanal après la mort de 3 militaires lundi dans des circonstances similaires. Le sergent Yvonne Luynes et le brigadier Loïc Risser, tous deux issus du 2e régiment de hussards de Haguenau. Avec nous en plateau, Hervé Grandjean. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du ministère des Armées. 5 militaires français donc, ont été tués cette semaine au Mali. C'est un coup dur pour l'armée française, on l'imagine. Oui, alors d'abord, il faut se rappeler pourquoi on est au Sahel. En 2012, des groupes djihadistes, terroristes, fondaient sur Bamako et menaçaient de déstabiliser le pays, qui alors serait tombé dans le chaos. Les autorités maliennes, souveraines, ont demandé l'aide des forces armées françaises pour combattre le terrorisme. Ça a été le début de l'opération Serval d'abord, en 2013, puis Barkhane à partir de 2014. Aujourd'hui, Barkhane, c'est 5100 militaires français qui luttent contre les groupes armés terroristes au Mali et dans toute la bande sahélienne. Comment sont morts précisément ces 2 soldats français et quelle était leur mission sur place ? Le sergent Yvonne Luynes et le brigadier Loïc Risser faisaient partie du 2e régiment de hussards de Haguenau. Les hussards et le 2e régiment de hussards de Haguenau sont spécialisés dans la reconnaissance et le renseignement. Donc concrètement, ils étaient à bord d'un véhicule blindé et se rendaient au contact de la population, des chefs villageois, pour comprendre, analyser la situation sur place et ensuite orienter les actions combattantes de Barkhane. Les engins explosifs, les IED, ces engins explosifs artisanaux, c'est désormais le principal danger. C'est un danger récurrent qu'on voit de plus en plus sur un théâtre comme Barkhane. Je dirais que c'est l'arme du lâche.
nous avons de très nombreux succès tactiques avec la force Barkhane. Il y a eu beaucoup de chefs terroristes qui ont été neutralisés, beaucoup de djihadistes qui ont été neutralisés. La réponse de ces groupes djihadistes, c'est une réponse sournoise, pernicieuse, qui est d'enfouir sous des pistes, sous du sable, des engins explosifs, des mines artisanales qui ensuite explosent au passage des véhicules blindés. Alors, on le disait, parmi les 2 dernières victimes, il y a donc le sergent Yvonne Huynh. C'est la première femme qui a été tuée en opération extérieure au Sahel. Alors, l'honnêteté commande de dire que c'est la première femme qui a été tuée au Sahel et effectivement que 4 autres femmes avaient déjà été tuées, trouvé la mort en opération extérieure depuis les années 60 dans les Balkans et au Sinaï. Il y a à peu près 10% de femmes dans l'opération Barkhane, donc nous avons des personnels féminins qui sont déployés, elles font le même métier que les hommes. Évidemment, ça prend une résonance particulière, mais le sergent Yvonne Huynh était un soldat comme les autres, qui a fait son travail jusqu'au bout et qui a donné son sacrifice ultime pour notre liberté. Concernant le bilan sur place, Hervé Grandjean, ça fait presque 8 ans que la France est engagée au Sahel. Est-ce qu'il y a une forme d'enlisement ? On n'a jamais dit que ce combat serait facile. On n'a jamais non plus dit que la solution serait seulement militaire. J'ai rappelé les raisons pour lesquelles on était déployé à Barkhane aujourd'hui. Si on est toujours dans la bande sahélo-saharienne aujourd'hui, c'est parce que les autorités des États africains dont on parle, Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad, nous le demandent. C'est la raison pour laquelle nous restons. Et la deuxième raison, c'est que en faisant cela, en luttant contre le chaos en Afrique, on lutte aussi pour notre sécurité en France et en Europe. Donc je ne dirais pas qu'il y a eu d'enlisement, il y a eu beaucoup de succès tactiques, beaucoup de chefs terroristes qui ont été neutralisés, des coups très rudes qui ont été portés. La guerre n'est pas facile. Il y a eu 600 soldats supplémentaires l'année dernière qui portent donc cette force anti-djihadiste française Barkhane à 5100 personnes. Est-ce que ce contingent est appelé à continuer d'augmenter ou au contraire peut-être à être réduit ? Par essence, un dispositif militaire, il évolue, il s'adapte à la menace. Le président de la République avait décidé en janvier 2020, lors du sommet de Pau, d'avoir une action toute particulière sur la zone des 3 frontières, entre Mali, Niger et Burkina Faso, avec ce renfort de 600 soldats que vous évoquez, et qui a donné des résultats. La question de savoir s'il faut adapter ce dispositif viendra naturellement quand on aura tiré un bilan de l'opération et de ce renfort des 600 soldats dans les mois à venir, et il reviendra au président de la République de prendre les décisions qui s'imposent. Merci beaucoup Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées, d'avoir été avec nous en direct sur le plateau de BFM TV cet après-midi. Tout de suite, l'infotrafic. Retrouvez votre programme avec l'application Western Union pour tous vos transferts d'argent. Et en ce dernier jour de vacances, vous le voyez, de Noël, eh bien la couleur du jour, c'est tout simplement vert au niveau national, à la fois dans le sens des retours comme des départs. C'était votre programme avec l'application Western Union pour tous vos transferts d'argent. Et le temps est bien hivernal pour ce premier dimanche de janvier avec des giboulées près des côtes de la Manche et de l'Atlantique. Vous allez voir ces images BFM TV témoin, images de flocons et de neige en Loire-Atlantique, mais aussi vous allez le voir en Haute-Vienne ou encore en Vendée. Dans un instant sur BFM TV, restez avec nous, la colère d'Emmanuel Macron. L'Élysée fait savoir que le président de la République a tapé du poing sur la table concernant la vaccination. Ça doit changer vite et fort, estime le chef de l'État. L'exécutif promet donc d'accélérer la cadence. À tout de suite. Suivez l'actualité au plus près de votre vie quotidienne avec les chaînes locales de BFM. Soyez les bienvenus sur BFM Paris. Info, trafic, météo, sport, culture, BFM en région. Regardez notre vélo BFM Paris. Nous allons éclairer vos trajets quotidiens. Déjà à Paris et en Ile-de-France, Lyon et sa métropole. Bienvenue sur BFM Lyon. Lille, son agglomération et le littoral. Bonjour Lille, ravi de vous retrouver. Les locales de BFM au plus près de vous. Sur la TNT, les box opérateurs et sur tous vos écrans. On voudrait tous faire des économies, mais sans se priver. C'est pourquoi vous pouvez utiliser les points gagnés à chaque achat avec votre carte Gold American Express pour payer ou rembourser vos prochaines dépenses. Choisissez la différence avec la carte Gold American Express sur americanexpress.fr/gold. Carte gratuite la première année, plus 80 € remboursés. Sans engagement, sans changer de banque.
Vendezvotrevoiture.fr. C'est vraiment facile de vendre sa voiture avec vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. La vente est rapide et sans prise de tête. J'ai reçu un très bon prix. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Les Furets vous accompagnent pour changer de fournisseur d'électricité et de gaz. On peut toujours compter sur lesfurets.com. On est là pour vous aider. Autohéros, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Découvrez une sélection de voitures garanties. Parcourez l'offre en détail et visitez l'intérieur comme si vous y étiez. Convaincu? Vous commandez. Autohéros livre gratuitement. Et vous êtes couvert avec le retour sans frais sous 14 jours. Autohéros, achetez votre voiture facilement en ligne. Se ressourcer à l'infini. La météo avec La Plagne. Des conditions hivernales et puis encore un département sous surveillance, c'est le département des Landes pour un risque de crue. La décrue est quand même amorcée depuis plusieurs heures, notamment sur la Mi-12 et la Dour moyen. Puis de très nombreux autres départements en vigilance jaune, cette fois-ci pour le risque de neige et verglas. C'est l'hiver. Vous allez retrouver en effet des cartes météo complètement hivernales tout au long des prochains jours. Bonne nouvelle. Et d'ailleurs, les petits flocons de neige annoncés qui continuent de tomber ici en région Grand Est. Vous voyez qu'ils prennent la direction ici de l'Île-de-France, des Hauts-de-France. On pourrait retrouver quelques flocons de neige d'ici ce soir. Alors, la situation pour les prochaines 24 heures. Demain matin, beaucoup de grisailles ici sur toute la moitié nord de la France, au nord de la Loire, avec donc des chutes de neige. 1 à 2 cm possibles, notamment sur les hauteurs. On surveillera aussi ces quelques chutes de neige possibles entre la matinée et l'après-midi sur la partie nord des Bouches-du-Rhône, sur la partie sud Vaucluse, mais également dans le pays de Nîmes, avec 1 à 3 cm d'après Météo France. Dans l'après-midi de ce lundi, toujours donc ces petites chutes de neige ici sur les régions du nord, et puis ce temps qui restera quand même très nuageux ailleurs, notamment ici entre le nord Finistère et le Cotentin, avec d'ailleurs un vent qui va se renforcer pour souffler jusqu'à 80 km/h. La masse d'air, elle est complètement bleue sur l'Europe de l'Ouest, sur la France, en redescendant vers l'Afrique du Nord. De fortes gelées attendues demain dans le pays d'Aurillac avec moins 7 degrés. Il fera 0 degré donc sous quelques flocons en Île-de-France. Moins 1 degré à Brest ici. Il va geler jusque sur les côtes de la Manche. Et puis dans l'après-midi, encore cette grande fraîcheur sur l'ensemble du territoire. 3 degrés en Île-de-France, 5 degrés seulement pour les Bordelais, mais quand même un peu plus de 10 degrés pour l'île de Beauté. Les prochains jours, c'est la neige qui va nous accompagner. Alors rien de bien méchant, des petites chutes de neige qui seront présentes tout au long des prochains jours, mardi, mercredi, mais également jeudi. Ce qu'on va surveiller, c'est plutôt la fin de la semaine, à partir du sud de la France, où une perturbation pourrait remonter avec un conflit de masse d'air, et donc il pourrait y avoir de la neige sur les régions du sud. Ça restera à surveiller, surtout à confirmer pour le week-end prochain, ici, entre le pied des Pyrénées et les Alpes du Nord. La météo vous a été présentée par La Plagne. 15h30 sur BFM TV, merci de nous rejoindre. Non au nouveau fiasco après celui des masques et du dépistage anti-Covid. Emmanuel Macron tape du poing sur la table contre un éventuel échec de la vaccination. Selon les informations du journal de dimanche, l'Élysée souhaite revoir sa stratégie de vaccination et frapper vite et fort alors que seuls 452 Français ont été vaccinés à ce jour. Une première sortie pour Miss France qui fait beaucoup parler. Lors d'une séance de dédicace dans un centre commercial en Moselle, des personnes se sont entassées les unes contre les autres avec les masques mais sans respecter les distances nécessaires. Un an jour pour jour après le décès de Cédric Chouviat, plusieurs centaines de personnes participent cet après-midi à une marche blanche à Paris. Le livreur de 42 ans était mort après un plaquage ventral lors d'un contrôle routier. Sa famille continue de réclamer justice. Nous entendrons le témoignage de la mère de Cédric Chouviat. Et puis des averses et de la neige cet après-midi, notamment sur le Finistère Nord, des sols qui blanchissent temporairement, de la neige également entre le Grand Est et le Massif central, mais aussi entre la Vendée et la Loire-Atlantique.
éviter que la vaccination anti-Covid-19 ne soit un échec, comme celui de la gestion des masques ou encore du dépistage, seules 452 personnes sont vaccinées en France actuellement. L'Élysée nous informe qu'Emmanuel Macron, agacé par la lenteur de la stratégie actuelle, à la hauteur ni du moment ni des Français, demande en privé à changer de braquet et rapidement. Oui, illustration avec le changement de ton, de discours d'Olivier Véran après l'appel à la prudence en début de semaine. Le ministre de la Santé échange cet après-midi avec les patrons des ARS, les agences régionales de santé, et de l'assurance maladie. Hier, il annonçait la vaccination immédiate des personnels de santé libéraux de plus de 50 ans et personnels à risque. Illustration à l'Hôtel-Dieu à Paris pour un quart des 100 000 salariés de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Marion Bordier. Alain Cariou a 55 ans. Il est anesthésiste réanimateur à l'hôpital Cochin. Et ce samedi, il fait partie des premiers personnels des hôpitaux de Paris à se faire vacciner contre le Covid-19. Chaque fois qu'un professionnel s'expose et est contaminé, eh bien sûr, il se met en danger à titre individuel et il met aussi en danger notre organisation, nos organisations de soins, en se rendant indisponible pour la poursuite de son activité. Toutes les personnes d'au moins 50 ans travaillant au contact des patients pourront accéder à la vaccination. Un processus qui doit se faire dans les plus brefs délais. On a reçu plus de 100 coups de téléphone en quelques heures de professionnels de santé qui souhaitent se faire vacciner. Donc il y a un élan vaccinal, il faut absolument pouvoir y répondre et y répondre très vite. Face à l'hostilité des Français à se faire vacciner, le personnel de santé tente toujours de convaincre. Contre ce virus, on n'a pas d'autres solutions. C'est un virus. On a très peu d'antiviraux. La meilleure chose, c'est le vaccin. Franchement, je suis convaincue et je n'ai aucun doute. Une dizaine de nouveaux sites de vaccination devraient voir le jour dans d'autres établissements parisiens d'ici la semaine prochaine. Professeur Bruno Megarban, vous êtes avec nous en plateau, chef du service de réanimation médicale et toxicologique à l'hôpital Lariboisière à Paris. En quoi est-ce important aujourd'hui, par exemple, de vacciner les soignants de plus de 50 ans? Peut-être que de nombreux plus jeunes sont aussi volontaires pour le faire. Oui, il fallait bien commencer par un groupe. Effectivement, nous prenons des risques car nous sommes en contact avec des personnes contagieuses. Par ailleurs, si jamais nous tombions malades, ceci pourrait poser des problèmes pour le fonctionnement de service. On l'a vu dans un certain nombre d'hôpitaux. Il a fallu faire travailler des personnels porteurs du virus, certes asymptomatiques, mais néanmoins porteurs. Et donc, effectivement, nous représentons un groupe de personnes qu'il faut vacciner en priorité. Alors, il est vrai que nous sommes facilement mobilisables, nous sommes quasiment tous volontaires pour nous faire vacciner. Il y aura très peu de problèmes de logistique puisque les congélateurs existent dans les centres hospitaliers. Donc, on peut lancer les choses immédiatement plutôt que de regarder les doses vaccinales dans un congélateur quelque part sans y toucher, car malheureusement, de fait, on a été mis en face d'une certaine lenteur d'organisation dans les EHPAD qui était probablement prévisible, mais avec laquelle on ne peut pas faire différemment. Et donc, effectivement, pu être lent aussi pour les personnels soignants, parce qu'initialement, Olivier Véran prévoyait de vous vacciner uniquement à partir de fin janvier. Oui, tout à fait. Mais quasiment. Comme on dispose désormais des doses vaccinales, donc 500 000 aujourd'hui, dès la semaine prochaine 1 million, donc autant vacciner rapidement un certain nombre de personnes. Il est plus simple de mobiliser les soignants pour les vacciner que les personnes âgées de la communauté qui, malgré tout, doivent rester la cible prioritaire. Donc évidemment, il faut très rapidement mettre en place des centres de vaccination au niveau local, donc probablement au niveau des mairies, pour pouvoir vacciner les personnes âgées, car c'est elles qui décèdent, c'est pas nous. Nous avons quand même très peu de risques de décéder. Le journal du dimanche nous fait savoir que le président tape du poing sur la table. Il voudrait que ça aille beaucoup plus vite. Ça doit changer vite et fort, a dit Emmanuel Macron. Nous sommes sur un rythme de promenade en famille. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que pense le chef de l'État qui veut rectifier le tir? Mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, on ne peut pas envisager de rester sur ce rythme. Les calculs laissent penser qu'il faudrait 3000 ans pour être vacciné. Mais je suis confiant. Je crois qu'effectivement, les choses vont s'accélérer. Il fallait évidemment mettre en place le processus. Mais on s'est trompé de stratégie au départ ou... Non, je ne crois pas. La stratégie était pertinente. D'ailleurs, tous les médecins interrogés ont donné leur accord sur la stratégie de l'HAS, c'est-à-dire vacciner en priorité les personnes fragiles. Et ceux qui sont ultimement fragiles, c'est ceux qui habitent en EHPAD, un risque de décès de 20% s'ils sont touchés par la Covid-19. Mais c'est vrai que les lenteurs administratives, les lenteurs de l'organisation se sont révélées plus importantes que prévu. Donc là, il faut changer un tout petit peu, s'adapter à la réalité et avancer.
Merci, professeur Megarban. On en vient justement au point sur l'épidémie de Covid-19 en France. Le nombre de nouveaux cas n'étant pas significatif en ce week-end, qui plus est de retour de vacances. On se concentre sur la situation hospitalière. Regardez, plus de 2600 personnes sont actuellement en réanimation selon Santé publique France, avec 101 nouvelles admissions. Près de 160 personnes sont décédées ces dernières 24 heures à l'hôpital et près de 25 000 personnes sont hospitalisées à ce jour, avec près de 650 nouvelles entrées ces 24 dernières heures. Et avec cette question, fin de vacances de Noël, et cette question, donc, fallait-il décaler la rentrée scolaire? C'est la demande en France, en tout cas, de certains épidémiologistes, mais aussi de parents d'élèves, qui s'inquiètent de l'apparition de ce fameux variant britannique et d'une potentielle troisième vague. Plusieurs voisins européens, comme l'Allemagne ou l'Angleterre, ont fait ce choix. Antoine Colombani. Pas question de fermer les écoles en France, affirme Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Une position ferme face aux demandes de plusieurs acteurs du monde éducatif de ne pas assurer la rentrée. Compte tenu de la reprise épidémique ainsi que de l'incertitude énorme concernant la variante, nous demandons que les écoles ne rouvrent pas. À ce jour, aucun enfant français n'a encore été diagnostiqué positif au variant anglais du virus. Et aucune donnée ne permet non plus d'affirmer qu'ils y seraient plus sensibles que le reste de la population. Il n'est pas question à ce stade-là, à notre sens, alors que le risque n'est pas avéré en France, de fermer les écoles. On va les fermer combien de temps? Une semaine, 15 jours, 1 mois, 3 mois? Ce variant va pouvoir s'installer dans le temps. Donc il faut avoir une réponse adaptée au risque et nous sommes au stade où il faut évaluer ce risque en permanence. Si on était en débordement épidémique, comme c'est le cas en Grande-Bretagne, je pense que la question se poserait. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. On a plutôt une épidémie qui est sous contrôle. Donc je pense qu'il faut faire attention effectivement avec le retour au travail. Et fermer les écoles, ça doit toujours être la mesure de dernier recours. Donc c'est absolument pas le sujet maintenant. Une mesure d'autant moins souhaitable pour certains syndicats de parents d'élèves qu'aucun dispositif éducatif ne permettrait aujourd'hui d'assurer l'enseignement à distance. Malheureusement, on est encore dans une situation d'impréparation totale. C'est demain à la rentrée. Si on doit vraiment se reconfiner par nécessité absolue, là, actuellement, les enfants, rien n'est prêt pour que la pédagogie à distance et le suivi scolaire puissent se faire. Côté universitaire, en revanche, l'activité devrait rester très limitée. Pas plus de 10 étudiants par cours, au moins jusqu'au 20 janvier. La situation sanitaire n'est pas bonne en France, mais comme dans d'autres pays voisins où la rentrée scolaire, notamment normalement prévue demain, a été remise en cause, contrairement à chez nous. En Allemagne, un nouveau record de décès a été atteint mercredi avec 1129 morts du Covid-19 en 24 heures. Pascal Thibault, bonjour, vous êtes notre correspondant à Berlin. La conséquence, c'est que les élèves allemands ne rentreront pas à l'école avant le 10 janvier. Tout à fait, c'est ce qui a été prévu à la mi-décembre lorsque l'Allemagne a mis en place des mesures plus restrictives. D'abord, on a envoyé les enfants en vacances plus tôt que ce qui était prévu avant Noël. Et on a également décidé, en tout cas pour les régions pour lesquelles la rentrée scolaire aurait eu lieu demain, elle a lieu une semaine plus tard pour d'autres, et bien que cette rentrée n'aurait pas lieu en présentiel, mais qu'il y aurait du téléenseignement, ce qui fonctionne bien ou moins bien, ça dépend, car toutes les plateformes alternatives ne sont pas toujours à la hauteur, ainsi que l'équipement technique des jeunes. Et puis la question va se poser au plus tard dans 48 heures, lorsqu'il y aura de nouveau une rencontre entre Angela Merkel et les présidents de région sur une probable prolongation des mesures adoptées à la mi-décembre, prolongation qui va aussi sans doute avoir lieu pour les écoles et les jardins d'enfants. Et là aussi, de nouveau, se reposent les mêmes questions. Est-ce qu'on ferme complètement comme au printemps ou est-ce qu'on développe le téléenseignement? Est-ce qu'on fait une distinction entre les plus jeunes pour lesquels le téléenseignement est difficilement possible en raison de leur âge et les plus âgés? Quid des risques sanitaires? On parlait du nouveau variant en Grande-Bretagne. Une nouvelle étude à Hambourg montre aussi qu'il y aurait plus d'infections que ce que l'on pensait jusqu'à présent dans les écoles. Donc beaucoup de questions, des réponses d'ici 48 heures. Merci beaucoup Pascal Thibault, le correspondant de BFM TV à Berlin. Pas de reconfinement annoncé en France pour le moment, mais 15 départements de l'Est et du Sud-Est où les taux d'incidence sont très élevés ont vu leur couvre-feu avancer à 18h depuis hier, sauf motif dérogatoire prévu à l'attestation. Attention, pour les contrevenants, vous risquez une amende de 135 € et à la troisième récidive, une peine de 6 mois d'emprisonnement est possible. Les forces de l'ordre ont-elles été conciliantes hier en ce premier jour de mesure? Reportage dans le Jura de Jordan Ray, Antoine Forestier et Nicolas Badjoni. Bonsoir monsieur, gendarmerie. Voilà, vous pouvez couper le moteur s'il vous plaît. 15 minutes après le début du couvre-feu anticipé, dans cette commune du Jura, les gendarmes contrôlent les automobilistes.
mais font preuve de pédagogie pour le moment. Là, on vous contrôle par rapport au couvre-feu. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Plus ou moins, oui. Plus ou moins, oui. C'est-à-dire plus ou moins 18 heures. Oui, tout à fait. Donc là, on va faire une preuve de pédagogie, tout simplement. Car certains reviennent de vacances. C'est vrai qu'on n'avait pas été vigilant sur le couvre-feu dans le département du Jura, parce qu'on n'est pas originaire du département du Jura. Donc on s'était calé sur un couvre-feu 20h national. Donc je remercie les agents de la gendarmerie qui nous ont bien expliqué la règle et on va veiller à la respecter maintenant. Et d'autres n'avaient tout simplement pas connaissance du couvre-feu à 18h. J'en ai entendu parler, après j'ai pas eu le temps d'en prendre connaissance. Donc je sais que voilà, ça allait se mettre en place, mais j'avais pas la date exacte. Une tolérance des gendarmes ce week-end donc, mais seulement jusqu'à 20h, l'heure du couvre-feu national. Après 20h, les gens sont censés bien connaître l'arrêté et les mesures qui sont en vigueur. Donc si des gens sont en infraction, ils seront effectivement verbalisés à partir de 20h. Sans attestation de déplacement dérogatoire, une amende de 135 € vous sera délivrée pour non-respect du couvre-feu. Dans l'actualité également de ce dimanche, c'était il y a un an, jour pour jour, la mort à Paris de Cédric Chouviat, un livreur de 40 ans, suite à un plaquage ventral exercé lors d'un contrôle de police sur le quai Branly. À l'appel de la famille de Cédric Chouviat et d'une 60aine d'associations et collectifs, une marche blanche en sa mémoire et celle de violences policières en général est partie à 14h de la place de l'Uruguay dans le 16e arrondissement pour rejoindre le lieu du drame. Elle a réuni plusieurs centaines de personnes. La famille de Cédric Chouviat qui continue de demander justice pour la victime et la suspension des 4 policiers mis en cause. Cécile Olivier et Hortense Gérard ont recueilli le témoignage de Fatima Chouviat, la mère de Cédric. Pour moi, c'est important pour la mémoire de mon fils. Ça va faire 1 an, donc il faut qu'on marque le coup. Il faut que la police, la justice, personne ne l'oublie. Parce que ce jour-là, il n'a rien fait. Il y a 1 an, il est arrivé pour un contrôle inopiné comme ça. Il s'est fait arrêter, il s'est retrouvé à sol et il en est mort. Nous, on a cette chance qu'il y a eu énormément de vidéos. Mon fils a tout filmé, plus toutes les autres personnes qui ont emmené toutes les vidéos. Si cette loi, elle passe, mais on n'a plus rien. On n'a plus rien pour nous défendre. Donc, c'est pas possible, il ne faut pas qu'elle passe. Un vrai temps d'hiver. Aujourd'hui encore des giboulées, notamment près des côtes de la Manche et de l'Atlantique. Tour d'horizon de tous ces flocons avec Anthony Lebos. Il s'est réveillé sous la neige. Eric, l'auteur de cette vidéo, l'assure, il n'a jamais vu rien de tel depuis 2012. Direction la Vendée et la commune de Chaland, enneigée depuis le petit matin. Enfin. Ça fait plaisir, ça fait longtemps. Ouais. Puis c'est beau de sortir sous la neige, j'adore ça. Oh je devais avoir 4 ans la première fois que j'ai dû en voir. Ici, ouais, j'étais toute petite. Sur la route, attention dans les ronds-points, mais pas de panique. Les saleuses étaient de sortie depuis tôt ce matin. Une petite couche de neige qui a recouvert la plage de Saint-Jean-de-Mons. Même léger manteau neigeux sur la plage des Mouettes. Un paysage qui a déjà charmé ce curieux pour une petite marche matinale. En Bretagne, premier flocon dans les Côtes d'Armor et dans le Finistère notamment, ici à Morlaix. Quelques centimètres de neige qui ont surpris cet automobiliste. Alors attention sur les routes ce dimanche pour le retour des vacances. 80 départements sont en vigilance jaune, neige et verglas. Restez avec nous, dans un instant nous reviendrons sur cette première sortie de Miss France qui choque les internautes et des élus entourés de centaines de personnes dans un centre commercial de Moselle hier. Les images de l'inauguration du sacre d'Amandine Petit interrogent alors que de nombreux événements restent interdits et de lieux clos. Christophe Arène, député à La République En Marche de Moselle, sera notre invité. A tout de suite. BFM TV, partout, à tout moment. Soyez les premiers informés et suivez les grands événements en temps réel. Regardez BFM TV au format vertical. Retrouvez les replays ainsi que nos enquêtes et nos interviews exclusives. Mais aussi, écoutez la radio et les podcasts. BFM TV, première sur l'info.
Jules Verne, collection Hetzel. Redécouvrez cet auteur visionnaire dans une édition de luxe avec des fascicules inédits sur les mondes de Jules Verne. Le volume 1, 1,99 € seulement chez votre marchand de journaux. Autohéros, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Découvrez une sélection de voitures garanties. Parcourez l'offre en détail et visitez l'intérieur comme si vous y étiez. Convaincu? Vous commandez. Autohéros livre gratuitement. Et vous êtes couvert avec le retour sans frais sous 14 jours. Autohéros, achetez votre voiture facilement en ligne. Écoutez RMC partout, tout le temps. Avec l'appli RMC, la seule radio du débat, de l'info et du sport. Téléchargez l'appli RMC et retrouvez tous les shows, tous les podcasts et les infos de la rédaction. RMC, la radio. Info, talk, sport. Le Kia e-Niro électrique a une autonomie exceptionnelle allant jusqu'à 455 km en une seule charge. Donc, vous êtes libre d'aller partout. Vous pouvez aller à la plage, vous pouvez aller au ski ou simplement rentrer chez vous après une dure journée. En ce moment, bénéficiez d'une offre exceptionnelle sur le crossover Kia e-Niro 100% électrique à partir de 47 € par mois. Oui, vous avez bien entendu, 47 € par mois seulement. À ce prix-là, il n'y en aura pas pour tout le monde. Kia, the power to surprise. Je suis inscrite sur Élite Rencontre car je veux me donner une chance de rencontrer la personne faite pour moi. EliteRencontre.fr, à vos côtés pour trouver la parfaite alchimie. Vendezvotrevoiture.fr. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Ah, vous qui agissez. Une machine juste pour une paire de chaussettes? Pour que votre chez vous soit plus respectueux de la planète. Nous vous soutenons dans votre cause. Ikea. 15h46, merci d'être avec nous sur BFM TV. Décidément, le sacre de la Miss France 2021, Amandine Petit, n'est pas de tout repos. Élue le 19 décembre à l'occasion des 100 ans du concours de beauté, la jeune femme a d'abord eu à apporter son soutien à sa première dauphine, visée par des injures à caractère antisémite. Et désormais, c'est sa première sortie officielle qui fait parler. Oui, vous voyez ces images d'internautes, elles le montrent. Amandine Petit a inauguré hier après-midi son règne dans un centre commercial, séance de dédicace, visite en plein cœur de ce centre commercial mosellan à Faré-Bersviller, où plusieurs centaines de personnes sont massées pour la voir. Une scène qui a choqué de nombreux internautes et élus en pleine pandémie. Et ils se demandent pourquoi autoriser un tel attroupement alors que de nombreux événements sont annulés. On en parle avec vous en direct. Christophe Arendt, bonjour. Vous êtes député La République En Marche de Moselle. Le centre commercial qu'on a vu de Faré-Bersviller, je vais y arriver, est situé dans votre circonscription. Quelle est votre réaction à ce rassemblement ? Alors, bonjour, et tout d'abord, mes meilleurs voeux à tous les téléspectateurs. Alors, finalement, ma réponse, c'est une question. Est-ce que c'est du bon sens, après 9 mois de restrictions, de sevrage, de culture, de restaurants, d'animation, de proposer un 2 janvier, alors qu'on sait très bien qu'on vient de resserrer tour de vis avec un couvre-feu à 19h, d'organiser la venue de Miss France dans un centre commercial? Et d'ailleurs, sur l'organisation, est-ce que vous avez des précisions? Ça s'est passé dans votre circonscription. Est-ce que vous savez si c'est le centre commercial qui a organisé cette séance de dédicace, si c'est le comité Miss France? Alors, j'imagine que c'est une interaction entre ces deux entités et j'imagine aussi facilement que ça part d'une bonne volonté et que très rapidement, l'un et l'autre peuvent se retrouver dépassés par l'ampleur que prend cet événement. Mais encore une fois, est-ce que c'est étonnant lorsqu'on organise ça alors que les gens sont sevrés de culture, sont sevrés de beaucoup d'animation et que c'est le jour même où on remet en place un couvre-feu à 18h dans le département de la Moselle? Pour vous, il y a eu un manque d'anticipation, également un manque de bon sens. On le comprend, on voit tout de même sur les images de ces internautes que tous les participants portaient bien des masques, que la Miss France également en portait, même si elle a enlevé après, mais qu'elle était derrière un plexiglas protégé des personnes qui venaient demander des dédicaces. Tout de même, on voit qu'il y a un rassemblement très massif, pas de distance de sécurité entre les personnes. Est-ce que ça pose problème pour vous ?
Alors là, vous interpellez le professionnel de la santé que j'étais et j'ai une ligne de conduite qui est très stricte depuis 9 mois. Le masque sans la distanciation est beaucoup moins efficace qu'en maintenant la distanciation. Donc le masque, c'est très bien, mais le masque sans distanciation, ça ne suffit pas. Il faut respecter absolument, en plus du masque, la distanciation sociale. Donc il y a un vrai risque dans ces images que vous voyez. Évidemment qu'il y a un risque. On ne va pas rentrer dans le détail technique de ce que sont ces masques chirurgicaux ou ces masques en tissu que portent la plupart des gens, qui sont des masques dits expiratoires. Ils ne filtrent en aucun cas l'air que vous inspirez. Ça veut dire qu'il faudra donc s'isoler et adopter des mesures donc, dans les prochains jours pour toutes ces personnes? Écoutez, ces personnes doivent, à mon avis, être considérées. Alors, moi, je comprends les situations et je jette la pierre à aucun d'entre eux. Je dis juste que j'appelle à la responsabilité et que c'est difficile en tant que citoyen de se comporter de manière responsable lorsque les choses ont l'air autorisées et normées. Il aurait fallu organiser vraiment la distanciation, le respect marqué au sol et après se dire que oui, eh ben, dans un événement comme ça, il y a de fortes chances que l'on soit dépassé en tant qu'organisateur. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Christophe Arendt. Je le rappelle, vous êtes député La République En Marche de Moselle. Merci à vous. Tout de suite, prenez soin de vous.